Chapitre 1. La chouette blanche. Nul ne voyait la chouette, blanche dans le clair de lune, noire sur le ciel étoilé. Nul ne l'entendait planer en silence sur ses ailes de velours, mais la chouette, elle, voyait et entendait tout. Elle se posa sur un arbre et contempla la jeune fille dans la clairière. Le vent se mit à gémir et fit trembler la branche où s'était perché l'oiseau. Il poussa aussi les nuages dans le ciel nocturne et souleva les cheveux de l'adolescente que la chouette observait de ses grands yeux noirs et ronds. La jeune fille, très concentrée, s'avança lentement vers le centre de la clairière où scintillait une mare. Chacun de ses pas la rapprochait délibérément de son but. De nouveau le vent soupira dans les arbres et rabattit la cape de l'adolescente sur son corps mince. Les cheveux ébouriffés, les yeux écarquillés et les lèvres entr'ouvertes, elle tendait les mains devant elle. « Rendez-moi l'enfant !» dit Sarah d'une voix ferme qui exprimait tout le courage nécessaire pour remplir sa quête. « Rendez-moi l'enfant !» répéta la jeune fille en s'arrêtant. « J'ai bravé des dangers indicibles et surmonté d'innombrables épreuves pour arriver jusqu'ici, au château par-delà Goblinville, et reprendre l'enfant que vous avez volé. » Elle se mordit la lèvre avant de poursuivre. « Car ma volonté est aussi forte que la vôtre, et mon royaume est aussi vaste. » Elle ferma les yeux. Le tonnerre se mit à gronder. La chouette battit des paupières. « Ma volonté est aussi forte que la vôtre, » reprit Sarah avec plus d'intensité encore, « et mon royaume est aussi vaste. » Elle fronça les sourcils, et ses épaules s'affaissèrent. « Oh mince !» marmonna la jeune fille. Elle sortit de sous sa cape un livre intitulé « Le labyrinthe » et le brandit devant elle pour lire à voix haute. Mais dans la pénombre croissante, elle avait du mal à distinguer les mots. « Et vous n'avez aucun pouvoir sur moi. » Elle n'alla pas plus loin, car un coup de tonnerre la fit sursauter. Il inquiéta aussi un gros chien de berger hirsute qui, jusque-là, avait accepté de rester assis près de la mare et de se faire apostropher par Sarah. Il décida que, cette fois, il était temps de rentrer à la maison, et il le fit savoir à sa maîtresse en aboyant. Sarah resserra sa cape autour d'elle, mais le vêtement ne lui tenait pas vraiment chaud puisqu'il ne s'agissait que d'un vieux rideau maintenu en place par une broche en verre à son cou. Elle ignora Merlin, le chien de berger, pour mieux se concentrer sur les paroles dans le livre. « Et vous n'avez aucun pouvoir sur moi, » chuchota-t-elle avant de répéter cette phrase plusieurs fois en fermant les yeux. L'horloge au-dessus du petit kiosque du parc sonna 7 fois et rompit la concentration de Sarah. « Oh non !» s'exclama-t-elle en regardant Merlin. « Je n'y crois pas, il est 19h, c'est bien ça ?» Merlin se leva et se secoua, car il sentait que quelque chose de plus intéressant allait se produire. Sarah fit demi-tour et partit en courant. Merlin la suivit. De grosses gouttes de pluie orageuse les éclaboussèrent tous les deux. La chouette n'avait rien perdu de la scène. Lorsque Sarah et Merlin sortirent du parc, elle resta perchée sur sa branche, pas du tout pressée de les suivre. C'était son heure. Elle savait ce qu'elle voulait. Une chouette vient au monde avec tout le savoir dont elle a besoin. Tout en remontant la rue bordée de part et autre de maisons victoriennes clôturées de Troène, Sarah ne cessa de grommeler. « Oh, ce n'est pas juste, ce n'est pas juste !» Elle arriva devant chez elle, hors d'haleine. Merlin avait le souffle court, lui aussi. D'habitude, sa maîtresse se déplaçait à une allure normale, presque rêveuse. Mais elle avait l'étrange manie de rentrer du parc en courant le soir. Peut-être était-ce à cause de cette chouette. Merlin n'en était pas sûr. Lui n'aimait pas ce volatile, en tout cas. Ce n'est vraiment pas juste. Sarah était au bord des larmes. Le monde entier lui en voulait, mais sa belle-mère encore plus. Il n'y avait qu'à voir comme elle se tenait sur le perron, vêtue de son horrible robe de soirée bleu foncé, le manteau de fourrure ouvert sur son profond décolleté et ce collier terriblement vulgaire qui scintillait au-dessus de sa poitrine parsemée de taches de rousseur. Évidemment, elle faisait exprès de regarder sa montre pour être sûre que Sarah se sentit coupable, une fois de plus. La jeune fille s'arrêta dans l'allée. Son frère Toby, qui n'était encore qu'un bébé, hurlait dans la maison.
Il s'agissait de son demi-frère en réalité, mais elle ne l'appelait plus ainsi depuis que sa copine Alice à l'école lui avait demandé. « Et l'autre moitié de lui, c'est quoi ?» Sarah n'avait pas pu lui donner de réponse. « C'est la moitié qui n'a rien à voir avec moi ?» Non, ce n'était pas bien. C'était pas vrai non plus d'ailleurs. Parfois elle se sentait terriblement protectrice vis-à-vis de Toby. Elle avait envie de le prendre dans ses bras et de l'emmener loin de tout ça, dans un meilleur endroit, un monde plus juste. Une île peut-être, quelque part. Mais à d'autres moments, comme celui-ci, elle détestait Toby, qui avait ses 2 parents pour s'occuper de lui alors qu'elle n'en avait qu'un. Cela l'effrayait car alors elle se mettait à imaginer comment elle pourrait lui faire du mal. Quelque chose ne tourne pas rond chez moi, se disait-elle. Comment puis-je envisager de faire du mal à quelqu'un que j'adore? Ou comment puis-je adorer quelqu'un à qui j'ai envie de faire du mal? Elle aurait aimé confier ce dilemme à quelqu'un qui pût la comprendre et le lui expliquer. Mais il n'y avait personne. Ses amis à l'école la verraient comme une sorcière si elle évoquait l'idée de blesser Toby. Quant à son père, cela l'effrayerait encore plus que cela ne l'effrayait elle-même. Elle prenait donc grand soin de dissimuler ce qu'elle ressentait. Sarah fit face à sa belle-mère en gardant volontairement la tête haute. « Je suis désolée, dit-elle d'une voix morne pour montrer qu'elle ne l'était absolument pas et qu'il ne servait à rien d'en faire toute une histoire. »« Ne reste pas sous la pluie, rentre, répondit sa belle-mère. Elle s'écarta pour laisser passer Sarah et jeta un nouveau coup d'œil à sa montre. La jeune fille mettait un point d'honneur à ne jamais toucher sa belle-mère. Elle n'effleura même pas ses vêtements et se faufila dans l'entrée en se collant au chambranle de la porte. Merlin fit mine de la suivre. « Pas le chien !» intervint sa belle-mère. « Mais il pleut à verse !» La belle-mère de Sarah agita son index sous le nez de Merlin. « Allez-y, au garage !» ordonna-t-elle. La tête basse, Merlin fit le tour de la maison en bondissant. Sarah le regarda s'éloigner en se mordillant la lèvre. « Pourquoi faut-il que ma belle-mère fasse une chaîne chaque fois qu'ils sortent le soir ?» se demanda-t-elle pour la énième fois. « Elle en fait des tonnes !» C'était devenu son expression favorite depuis qu'elle avait entendu Jérémy, le partenaire de sa mère, l'utiliser pour critiquer un autre acteur de leur pièce. « C'est un ramassis de clichés », avait ajouté Jérémy avec un accent français qui lui donnait un air terriblement sophistiqué. Sa belle-mère ne pouvait donc pas trouver une nouvelle manière de s'approprier le rôle ? Oh oui, Sarah adorait la manière dont Jérémy parlait des autres acteurs. Elle-même voulait devenir actrice, afin d'employer ce vocabulaire-là tout le temps. Quand son père parlait de ses collègues de bureau, ce qu'il faisait rarement, la jeune fille s'ennuyait ferme. Sa belle-mère referma la porte d'entrée, regarda sa montre une fois de plus, prit une grande inspiration et se lança dans un de ses discours clichés. « Sarah, tu as 1 heure de retard. » La jeune fille voulut répondre, mais sa belle-mère l'en empêcha avec un petit sourire dépourvu d'humour. « Je t'en prie, Sarah, laisse-moi finir. Ton père et moi sortons très rarement. Vous sortez tous les week-ends. Et je ne te demande de garder ton petit frère que si tu n'as rien de prévu, ajouta sa belle-mère sans tenir compte de l'interruption. Comment le saurais-tu ? Sarah lui tourna à moitié le dos, de manière à ne pas lui faire l'honneur de son attention, et posa son livre sur le meuble de l'entrée avant d'enlever sa broche et de plier sa cape sur son bras. Tu ne me demandes jamais si j'ai prévu quelque chose. Elle jeta un coup d'œil dans le miroir pour s'assurer qu'elle avait l'air calme et digne, et qu'elle n'en faisait pas des tonnes. Elle aimait sa tenue du jour, un gilet en brocart ouvert sur une tunique crème avec des manches bouffantes, un jean et une ceinture en cuir. Elle tourna encore plus le dos à sa belle-mère pour vérifier le tombé de sa chemise et tira légèrement dessus au niveau de la ceinture afin qu'elle moulât davantage son buste. « Je suppose que tu me le dirais si tu avais un rendez-vous, » répondit sa belle-mère en la dévisageant froidement. « Je ne demande que ça. Une jeune fille de 15 ans devrait en avoir. » « Si j'avais un rendez-vous, tu serais la dernière personne à le savoir, » se dit Sarah. « Tu as une vision tellement dépassée, non, tellement kitsch de la vie. » La jeune fille adressa un sourire cynique à son reflet. « Peut-être vais-je avoir un rendez-vous, mais ça ne te plaira pas du tout quand tu verras avec qui je sors. D'ailleurs, je doute que tu le vois. Tu entendras simplement la porte d'entrée se refermer derrière moi et tu courras à la fenêtre, comme tu le fais toujours. Tu glisseras ton nez entre tes horribles rideaux de dentelle et tu ne verras que les feux arrière d'une superbe limousine gris pâle qui disparaîtra au coin de la rue.
Après ça, tu découvriras des photos de nous deux dans des magazines qui parleront de nos séjours aux Bermudes, à Saint-Tropez et à Bénarès. Tu ne pourras rien y faire, malgré toutes tes convictions sur l'heure du coucher, la psychologie du développement, mes obligations et la nécessité d'appuyer sur le bas du dentifrice pour faire monter la pâte dans le tube. Oh, ma chère belle-mère, comme tu vas le regretter quand tu apprendras dans Vogue que des producteurs hollywoodiens nous ont offert une quantité d'argent astronomique pour... Le père de Sarah descendit l'escalier, la sortant de sa rêverie. Il portait Toby, vêtu d'un pyjama rayé, rouge et blanc, et lui tapotait le dos. « Oh, Sarah, te voilà enfin, dit-il gentiment. On se faisait du souci pour toi. »« Oh, laissez-moi tranquille !» De peur de pleurer devant eux, Sarah ne leur laissa aucune chance de répondre et courut dans sa chambre à l'étage. Ils étaient toujours si raisonnables, en particulier son père, si patient et si doux avec elle. Ils étaient tellement convaincus d'avoir raison qu'ils pensaient que ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle ne cédât à leurs désirs. Pourquoi fallait-il que son père prît toujours le parti de cette femme ? Sa mère n'affichait jamais cet air de douloureuse tolérance. Elle criait, elle riait, elle serrait sa fille dans ses bras et la giflait en l'espace d'une minute ou deux. Quand elle se disputait avec Sarah, c'était une explosion. 5 minutes plus tard, tout était oublié. Dans le couloir, sa belle-mère s'était assise sans enlever son manteau de fourrure. « Je ne sais plus quoi faire, disait-elle d'un ton las. Quoi que je dise, elle me traite comme si j'étais une marâtre de conte de fées. Pourtant, je fais des efforts, Robert. » « Ma foi, répondit le père de Sarah en tapotant le dos de Toby d'un air songeur. C'est dur d'être abandonné par sa mère à cet âge, à n'importe quel âge d'ailleurs. C'est ce que tu dis toujours, et bien sûr, tu as raison. Mais ne changera-t-elle donc jamais ? Robert fit passer Toby sur l'un de ses bras et serra l'épaule de son épouse. Je vais aller lui parler. Le tonnerre gronda de nouveau. Sous l'effet du vent, la pluie vint s'écraser sur les vitres. Sarah s'en moquait. Elle était dans sa chambre, son refuge, le seul endroit sûr au monde. Tous les jours, elle faisait le tour de son domaine pour s'assurer que chaque chose était à sa place. Sa belle-mère entrait rarement dans cette pièce, sauf pour transmettre un message à Sarah ou lui rapporter des vêtements repassés. Mais la jeune fille ne lui faisait pas confiance. Elle était bien du genre à vouloir faire la poussière, même si Sarah veillait à ce que tout fût propre. Elle risquait de déplacer des objets sans les remettre à leur place. Mieux valait tenir cet esprit perturbateur à l'écart. Tous les livres étaient classés par auteur. S'il y en avait plusieurs du même, alors Sarah les rangeait par ordre d'acquisition. Les autres étagères étaient remplies de poupées et de jouets disposés selon des affinités connues seulement de Sarah. Les rideaux tombaient de telle manière que lorsque la jeune fille était allongée sur son lit, ils encadraient de façon symétrique le deuxième peuplier de la rangée qu'elle voyait depuis sa fenêtre. La corbeille à papier était posée de manière à effleurer le bord d'une lame de parquet, bien précise. Si ce n'était pas le cas, si le désordre s'installait, la chambre perdrait son aspect familier et Sarah ne s'y sentirait plus en sécurité. Il paraît que c'est très perturbant de se faire cambrioler. La jeune fille imaginait ce que les victimes devaient ressentir, comme si un inconnu au cœur de pierre avait manipulé la partie la plus précieuse de leur âme. La femme qui venait faire le ménage 3 fois par semaine savait qu'elle n'avait rien à faire dans cette pièce. Sarah s'occupait de tout elle-même. Elle avait appris à réparer les prises électriques, à resserrer des vis et à accrocher des photos de manière à ce que son père n'ait pas besoin d'entrer dans sa chambre, sauf pour lui parler. Sarah se tenait au milieu de la pièce. Les yeux rougis, elle reniflait en se mordillant la lèvre. Elle se rapprocha de la coiffeuse pour contempler la photo encadrée de son père et de sa mère, avec elle, âgée de 10 ans. Ses parents souriaient d'un air confiant. Elle-même en faisait un peu trop. Son sourire paraissait un peu trop forcé. Tout autour d'elle, d'autres yeux la regardaient. Des photos et des affiches montraient sa mère dans différents costumes pour différents rôles. Des coupures de magazines Variety, scotchées sur le miroir de la coiffeuse, louaient les prestations de sa mère ou en annonçaient d'autres. À côté du lit se trouvait l'affiche de sa dernière pièce. On y voyait la mère de Sarah et Jérémy, son partenaire, joue contre joue, le sourire radieux. Le photographe avait choisi un très bel éclairage qui faisait ressortir la beauté du couple et notamment la blondeur de Jérémy et la chaîne en or à son cou. « J'ai rarement vu une telle chaleur irradier les spectateurs », proclamait un critique de théâtre sous la photo. L'affiche était signée avec de grandes fioritures. « Pour ma chère Sarah, avec tout mon amour, maman. »
Et je te souhaite le meilleur, Sarah. Jérémy. D'autres coupures de presse disposées dans l'ordre chronologique jouxtaient l'affiche. On y voyait les deux stars dînant ensemble dans des restaurants, trinquant à des fêtes ou riant à bord d'une barque. Le texte accompagnant les photos parlait invariablement d'une romance à la ville comme à l'écran. Tout en continuant de renifler de temps en temps, Sarah prit sur sa table de nuit la boîte à musique que sa mère lui avait offerte pour son 15e anniversaire. Le souvenir de cette journée splendide était encore très présent dans son esprit. Un taxi était venu la chercher le matin, mais au lieu de la conduire chez sa mère, il l'avait déposée sur les quais, où Jérémy et sa mère l'attendaient dans la vieille Mercedes noire de l'acteur. Ils avaient déjeuné à la campagne au bord d'une piscine dans un club dont Jérémy était membre et où les serveurs parlaient français. Plus tard, dans la piscine, Jérémy avait fait le clown et prétendu qu'il se noyait, au point qu'un homme plus âgé avait donné l'alerte. Ils en avaient ri tous les trois tout au long du retour. Chez sa mère, Sarah avait découvert le cadeau de Jérémy, une robe de soirée bleu pâle. Elle l'avait enfilée pour aller voir une nouvelle comédie musicale avec eux ce soir-là. Ensuite, ils avaient dîné dans un restaurant plongé dans la pénombre. Jérémy avait commenté la prestation des acteurs de la comédie musicale avec un humour ravageur. La mère de Sarah avait fait semblant de désapprouver ces ragots scandaleux, ce qui avait fait rire de plus belle Jérémy et la jeune fille, au point que tous les trois s'étaient retrouvés avec les larmes aux yeux. Jérémy avait dansé avec Sarah sans jamais cesser de lui sourire. Il avait plaisanté en disant que les flashs signifiaient qu'ils allaient faire la une des journaux à scandale le lendemain matin. Puis il l'avait ramenée chez elle, en conduisant trop vite pour semer les photographes, avait-il dit avec un sourire malicieux. Au moment de lui souhaiter bonne nuit, la mère de Sarah avait donné à sa fille un petit paquet enveloppé dans du papier argenté avec un nœud bleu pâle. De retour dans sa chambre, Sarah l'avait ouvert et avait découvert la boîte à musique. L'air de Greensleeves s'était mis en route et une petite danseuse vêtue d'une robe rose à froufrou avait commencé à tourner sur elle-même. Sarah l'avait regardée avec beaucoup de révérence jusqu'à ce que les mouvements de la danseuse devinrent lents et saccadés. Alors la jeune fille avait reposé la boîte avant de réciter à voix basse les vers d'un poème qu'elle avait étudié en anglais. Ô corps qui se balance, aux yeux étincelants, par sa danse, le danseur connaît-on vraiment ? C'était si facile d'apprendre la poésie par cœur. Sarah n'avait jamais la moindre difficulté pour se rappeler ses vers chaque fois qu'elle ouvrait la boîte à musique. En fait, c'était même plus facile de s'en souvenir que de les oublier. Alors pourquoi avait-elle tant de mal à apprendre le discours du labyrinthe ? C'était juste un jeu, personne ne l'attendait pour répéter, aucun spectateur, à part Merlin, n'allait juger sa prestation. Cela aurait dû être si facile. Comment pouvait-elle espérer monter un jour sur scène si elle n'arrivait pas à mémoriser un seul discours ? Sarah se lança de nouveau. J'ai bravé des dangers indicibles et surmonté d'innombrables épreuves pour arriver jusqu'ici, au château par-delà Goblinville, et reprendre l'enfant que vous avez volé. Elle s'interrompit, les yeux fixés sur l'affiche où l'on voyait sa mère dans les bras de Jérémy. Sa prestation serait meilleure si elle se préparait davantage. Sa mère lui avait dit que, pour se glisser dans un rôle, on avait besoin de bons accessoires. Les costumes, le maquillage et les perruques servaient davantage à aider les acteurs qu'à convaincre le public. Ils leur permettaient d'échapper à leur propre vie et de trouver une manière de s'approprier le rôle, comme disait Jérémy. Puis, après chaque performance, ils enlevaient et nettoyaient tout cela. Chaque journée offrait un nouveau départ, la possibilité de se réinventer. Sarah sortit un rouge à lèvres du tiroir de sa coiffeuse, en mit un peu sur sa bouche et la pinça comme elle avait vu sa mère le faire. Puis elle approcha son visage du miroir pour appliquer un peu plus de rouge aux commissures de ses lèvres. Quelqu'un frappa à la porte, et la voix de son père s'éleva de l'autre côté du bateau. « Sarah, je peux te parler ?»« Je n'ai rien à dire, » répondit-elle en continuant de se regarder dans le miroir. Elle attendit. Il n'entrerait pas dans sa chambre sauf si elle l'y invitait. Elle l'imagina planté dans le couloir en train de se masser le front, cherchant les mots justes, des paroles assez fermes pour plaire à sa femme, mais suffisamment aimables pour assurer sa fille. « Dépêche-toi, vous allez arriver en retard, reprit Sarah.
Toby a dîné et on l'a mis au lit, dit son père. Si tu veux bien veiller à ce qu'il s'endorme, on sera de retour vers minuit. De nouveau, un silence, comme s'il attendait quelque chose. Puis le bruit de ses pas qui s'éloignaient lentement, comme pour exprimer l'inquiétude et la résignation d'un homme qui pensait avoir fait tout ce qu'on attendait de lui. Sarah lança un regard accusateur en direction de la porte close. « C'est tout ?» murmura-t-elle. « Oh oui, visiblement tu tenais vraiment à me parler. » Autrefois, il ne serait jamais sorti le soir sans lui faire un bisou. Elle renifla, comme les choses avaient changé dans cette maison. Elle mit le rouge à lèvres dans sa poche et s'essuya la bouche avec un mouchoir. Elle s'apprêtait à le jeter dans la corbeille à papier lorsqu'un détail, une absence, attira son attention. Lancelot n'était plus là. Rapidement, elle fouilla son étagère de jouets, de poupées et de peluches, de chiens et de singes, des soldats et des clowns, même si elle savait que ses recherches seraient vaines. Si son ours en peluche avait été dans la chambre, elle l'aurait retrouvé à sa place attitrée. Non. Il avait disparu. Son sanctuaire avait été profané. Sarah avait les joues en feu. « Quelqu'un est venu dans ma chambre, se dit-elle. Je la déteste. » Dehors, le taxi démarra. Sarah courut à la fenêtre. « Je te déteste !» hurla-t-elle. Personne ne l'entendit à part Merlin, qui ne pouvait rien faire de plus que ce qu'il faisait déjà, c'est-à-dire aboyer de toutes ses forces dans le garage. Sarah savait où chercher Lancelot. Toby possédait déjà tout ce qu'un bébé pouvait désirer. Il avait tellement plus que ce que sa sœur avait jamais eu. Pourtant, chaque jour, on lui en donnait toujours plus, sans poser la moindre question. La jeune fille fit irruption dans la chambre de son frère et découvrit l'ours en peluche abandonné sur le tapis, comme un vulgaire objet. Elle ramassa Lancelot et le serra contre elle. Toby, rassasié par le lait chaud, était sur le point de s'endormir dans son berceau, mais l'arrivée de sa sœur le réveilla. « Je la déteste, toi aussi je te déteste !» s'exclama Sarah en lançant un regard noir au bébé. Il se mit à pleurer. La jeune fille frémit et serra Lancelot encore plus fort. « Oh, gémit-elle, oh, par pitié, que quelqu'un me sauve! Qu'on m'emmène loin de cet horrible endroit !» Toby avait le visage tout rouge et hurlait à présent. Sarah pleurait à chaudes larmes et Merlin aboyait dehors. Un éclair illumina la chambre et un coup de tonnerre retentit juste au-dessus de la maison. Il fit trembler les fenêtres et danser les tasses dans le placard de la cuisine. « Que quelqu'un me sauve !» répéta Sarah d'une voix suppliante. « Écoutez !» s'exclama un gobelin en ouvrant un œil. Tout autour, au-dessus et en dessous de lui, ses congénères s'agitèrent mollement. Un autre œil s'ouvrit, puis un troisième, et encore un quatrième. Tous des regards fous, rougis et fixes. Certains gobelins possédaient des cornes, d'autres avaient les dents pointues ou encore les doigts crochus. Certains étaient vêtus de pièces d'armure, un homme ici, un hausse-col là. Mais tous avaient les pieds couverts d'écailles et l'œil torve. Ils dormaient entassés pêle-mêle dans leur nid crasseux à l'intérieur du château du roi des Gobelins. Ils continuèrent de se réveiller en dressant l'oreille. « Chut, tout va bien, chut !» Sarah essayait de se calmer tout en apaisant le bébé. « Qu'est-ce que tu veux, hein ? Tu veux que je te raconte une histoire ? Très bien. » Sans même y réfléchir, elle se lança dans le récit du labyrinthe. Il était une fois une jolie jeune fille que sa belle-mère obligeait à rester avec le bébé. Celui-ci était un enfant gâté et égoïste, tandis que la jeune fille était presque devenue une esclave. Mais nul ne savait que le roi des Gobelins était tombé amoureux d'elle et lui avait octroyé certains pouvoirs. Dans le château, les Gobelins ouvrirent grand les yeux. Ils étaient extrêmement attentifs. La foudre frappa de nouveau, mais Sarah et Toby étaient plus calmes à présent. Un soir où le bébé était particulièrement désagréable, la jeune fille appela les gobelins à la rescousse. Voici ce qu'ils lui répondirent. « Tu n'as qu'à prononcer les mots justes et nous emmènerons le bébé à Gobelinville, alors tu seras libéré. »
Les gobelins hochèrent la tête avec enthousiasme. Toby se rendormait peu à peu. Seul le léger tremblement de son souffle rappelait sa crise de larmes. Ravie d'avoir réussi à charmer son auditoire, Sarah se pencha au-dessus du berceau, Lancelot dans les bras. Mais la jeune fille savait, poursuivait-elle, que le roi des gobelins voulait garder le bébé dans son château pour toujours et qu'il comptait en faire l'une de ses créatures. Elle souffrit donc en silence pendant de longs mois, jusqu'un soir, épuisée par ses corvées et profondément blessée par les paroles sévères de son ingrate belle-mère, elle ne puisse plus se retenir. Sarah était si proche de Toby désormais qu'elle chuchotait près de sa petite oreille rose. Brusquement, il se retourna dans son berceau et découvrit le visage de sa sœur tout près du sien. Il y eut un instant de flottement. Puis le bébé ouvrit la bouche et se remit à hurler. « Oh !» s'exclama Sarah se redressant d'un air dégoûté. Le tonnerre continuait de gronder et Merlin d'aboyer. Sarah soupira, haussa les épaules puis finit par céder. Elle sortit Toby de son lit et le promena dans la pièce en le berçant d'un air impatient. Lancelot n'avait toujours pas quitté ses bras. La petite lampe de chevet projetait sur le mur leurs ombres immenses et vacillantes. « D'accord, allez, c'est bon. Meunier, tu dors. Tout ça. Sérieusement, Toby, ça suffit. » Mais visiblement, le bercer ne suffisait pas. Il tenait à exprimer un sérieux grief. « Toby, tais-toi !» ordonna sa sœur d'un air sévère. « Sinon... » Elle baissa la voix. Je dis les mots. Aussitôt, elle regarda les ombres sur le mur et les prit à partie d'un air théâtral. Non, il ne faut pas, je ne dois pas dire, je souhaite... Écoutez ! S'exclama le premier gobelin. Dans le nid, tous les yeux étaient ouverts et toutes les oreilles dressées. Elle va le dire, annonça un deuxième gobelin. Dire quoi ? Demanda un troisième, stupide celui-là. Chut ! Protesta le premier qui s'efforçait d'écouter Sarah. Chut toi-même, protesta le gobelin stupide. Le premier gobelin avait l'impression qu'il allait devenir fou avec tout ce vacarme. Chut, répéta-t-il en plaquant une main sur la bouche de son stupide congénère. Silence, ordonna à son tour le deuxième gobelin en cognant ceux qui étaient le plus près de lui. Écoutez, elle va dire les mots, ajouta le premier gobelin. Les autres réussirent à se taire pour mieux écouter Sarah. Elle se tenait très droite. Les hurlements de Toby avaient atteint un tel crescendo qu'il était tout rouge et peinait à reprendre son souffle. Il se raidissait dans les bras de Sarah et avait du mal à le tenir, si bien que Lancelot était retombé par terre. Sarah ferma les yeux et un long frisson parcourut sa colonne vertébrale. « Je ne peux plus le supporter !» Elle brandit le bébé au-dessus de sa tête comme une offrande sacrificielle et prononça l'incantation. « Roi des gobelins, où que tu sois, viens prendre ce bambin et emmène-le loin de moi. » Nouveaux éclairs, nouveaux coups de tonnerre. Déçus, les gobelins baissèrent la terre. « Ce ne sont pas les bonnes paroles, » déclara le premier gobelin d'une voix cinglante. « Où est-elle allée chercher ces sornettes ?» s'indigna le deuxième. « Elle n'a même pas commencé par « je souhaite ». « Chut !» s'exclama un troisième en saisissant l'occasion de donner des ordres à ses camarades. Sarah tenait toujours Toby au-dessus de sa tête. Révolté, le bébé se mit à hurler encore plus fort, ce que sa sœur n'aurait pas cru possible. Elle le serra contre elle pour lui faire un câlin, ce qui eut pour effet de ramener ses cris à un niveau plus normal. Épuisée, Sarah lui dit « Oh Toby, ça suffit, espèce de petit monstre. Pourquoi dois-je supporter tout ça? Tu n'es pas à moi. Je devrais être libre et m'amuser. Arrête, je te dis. Oh, je le souhaite. Je souhaite. » Tout semblait préférable à cette atmosphère explosive de bruit, de colère, de culpabilité, de lassitude dans lequel elle baignait. « Je souhaite connaître les mots justes pour que les gobelins t'emportent, » conclut-elle dans un sanglot. « Mais alors où est le problème ?» soupira le premier gobelin d'un air impatient. « Je souhaite que les gobelins viennent et t'emportent sur le champ, » récita-t-il d'un air dédaigneux. « Ce n'est pas si compliqué, pas vrai ?» Dans la chambre de Toby, Sarah disait « Je souhaite... » De nouveau zagués, les gobelins se mordirent les lèvres sous l'effet de la tension. « Est-ce qu'elle a dit les mots ?» demanda l'idiot d'un air radieux.
Agacés, tous ses congénères s'exclamèrent d'une seule voix. « La ferme !» La colère de Toby s'était dissipée d'elle-même. Vaincu par la fatigue, il respirait profondément, les yeux clos, en gémissant à la fin de chaque expiration. Sarah le reposa dans son berceau sans trop de délicatesse, puis elle sortit de la pièce sans faire de bruit. Elle s'apprêtait à refermer la porte quand le bébé poussa un cri terrible et se remit à pleurer. Il avait la voix rauque, ce qui apparemment le poussait à hurler encore plus fort. Sarah se figea, la main sur la poignée de la porte. « Ah » gémit-elle impuissante. « Je souhaite que les gobelins viennent et t'emportent. » Elle marqua une pause. Les gobelins retinrent leur souffle. On aurait pu entendre un escargot cligner de l'œil. « Sur le champ » conclut la jeune fille. Dans leur nid, les gobelins poussèrent un soupir de contentement. « Elle l'a dit !» En un rien de temps, ils s'éparpillèrent dans différentes directions, à l'exception de leur congénère stupide qui resta accroupi en souriant bêtement jusqu'à ce qu'il se rendit compte que les autres étaient partis sans lui. « Hé, attendez-moi » protesta-t-il en essayant de courir dans plusieurs directions à la fois. Puis il disparut à son tour. Plusieurs éclairs se succédèrent, tandis que le tonnerre grondait sans relâche. Toby poussa un dernier cri strident, et Merlin se mit à aboyer comme si tous les cambrioleurs du monde s'étaient donné rendez-vous dans la maison. Fin du chapitre